Mai 1940, les forces allemandes contrôlent la majeure partie de l'Europe. La Pologne a été écrasée en quelques semaines seulement. La France a capitulé en 40 jours. L'armée britannique a été repoussée dans la mer à Dunkerque. À ce moment précis, l'Allemagne semble invincible. 5 ans plus tard, Berlin n'est plus qu'un champ de ruines. L'armée allemande a cessé d'exister. Les dirigeants sont morts. Le pays est divisé et occupé par les vainqueurs. Comment sont-ils passés d'un triomphe total à une chute absolue ? Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas seulement la supériorité tactique de l'ennemi, ce n'était pas non plus la bombe atomique qui n'a jamais été utilisée sur le sol européen. En réalité, il s'agit d'une incompétence stratégique systématique à une échelle jamais vue auparavant. Entre 1940 et 1945, une série de décisions a tout changé. Chaque choix était pire que le précédent. Ils ont transformé une victoire inévitable en une défaite catastrophique. La machine militaire la plus puissante de l'histoire s'est détruite elle-même. Les échecs sur le champ de bataille n'étaient que la conséquence de 10 erreurs stratégiques profondes. À cause d'elles, la défaite est devenue mathématiquement inéluctable. Il faut comprendre un point crucial. Ces erreurs n'étaient pas aléatoires. Elles étaient liées entre elles par un effet domino. Chaque échec affaiblissait l'Allemagne pour la décision suivante. Dès 1943, le pays était enfermé dans une trajectoire sans issue. La question n'est plus de savoir si l'Allemagne a perdu. La question est de savoir s'ils auraient pu gagner si un seul de ces choix avait été différent. La réponse pourrait être surprenante, à l'image des cartes d'état-major couvertes de flèches rouges. On entend le bruit sec des bottes sur le pavé. Le premier point concerne la plus grande occasion manquée de l'histoire militaire. Mais avant d'analyser ce tournant, une précision. Ce récit s'appuie sur des sources primaires et des recherches académiques. Si cette analyse stratégique vous intéresse, vous pouvez soutenir ce travail de recherche. Indiquez également en commentaire laquelle de ces 10 erreurs vous semble la plus lourde de conséquences. Nous commençons maintenant. Le piège s'est refermé lentement. Tout a commencé par un excès de confiance. Chaque erreur a agi comme un verrou supplémentaire sur le destin du Reich. Le premier acte de cette autodestruction commence immédiatement après la chute de Paris. L'Allemagne avait le monde à ses pieds. Elle a choisi de foncer dans l'abîme. Été 1940. La France a capitulé. L'armée britannique s'est enfuie par Dunkerque, abandonnant la quasi-totalité de son matériel lourd sur le sable. Londres est désormais seule face au Reich. L'Allemagne contrôle chaque kilomètre de côte, de la Norvège jusqu'à l'Espagne. La Wehrmacht est alors la force terrestre la plus puissante de la planète. Dans les airs, la Luftwaffe domine la Royal Air Force en nombre total d'appareils. Mais cet avantage est trompeur. Les chasseurs allemands ne disposent que de 20 minutes d'autonomie au-dessus du sol britannique. Passé ce délai, les réservoirs sont vides. Pendant ce temps, les usines anglaises tournent à plein régime. Elles produisent de nouveaux avions plus vite que l'Allemagne ne peut les abattre. Le moment est décisif. Pourtant, Berlin attend. Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas envahi l'île alors qu'elle était au plus bas ? La réponse révèle une faille structurelle du commandement allemand. Une faiblesse qui finira par leur coûter la guerre entière. Comment l'invasion a-t-elle pu échouer avant même de commencer ? À première vue, le plan semblait imparable. Mais en réalité, la logistique était inexistante. Le projet porte un nom, Opération Seelöwe. Otari. Hitler signe la directive le 16 juillet 1940. L'invasion est fixée pour le mois de septembre, mais le plan repose sur 3 piliers non négociables. Ils doivent être remplis simultanément. Premier point, la supériorité aérienne totale au-dessus de la Manche. Deuxième point, le contrôle naval pour protéger les barges de transport. Troisième point, une artillerie lourde dominant le détroit entre Douvres et Calais. L'Allemagne n'atteindra aucun de ces objectifs. La Luftwaffe lance alors la bataille d'Angleterre. Des vagues de bombardiers saturent le ciel. Ils ciblent les aérodromes britanniques pour anéantir la Royal Air Force au sol. Sur les cartes de l'état-major, les points rouges se multiplient. Mais la stratégie échoue. La RAF riposte. Un phénomène inattendu se produit. Plus la bataille dure, plus les Britanniques se renforcent. À l'image, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les usines livrent des chasseurs de remplacement à une cadence industrielle. Les fournitures américaines commencent à traverser l'Atlantique. Des pilotes polonais, tchécoslovaques et des volontaires du Commonwealth rejoignent les escadrilles. En septembre, le constat est brutal. La Luftwaffe n'a pas le contrôle du ciel. L'invasion est reportée une fois, puis une seconde fois. C'est à ce moment précis que l'Allemagne prend une décision radicale, une erreur stratégique qui va faire basculer le destin du conflit.
L'histoire s'est jouée sur ce choix. L'invasion n'a jamais été officiellement annulée. Pourtant, dès la fin de l'année 1940, l'état-major allemand regarde déjà ailleurs. Un détail échappe souvent aux analystes. Le véritable échec n'est pas d'avoir tenté de débarquer et d'avoir échoué. Le problème était structurel. L'armée de terre, la marine et l'armée de l'air étaient incapables de s'entendre sur la stratégie de base. Comment lancer une opération d'une telle envergure sans unité de commandement? C'était impossible. Mais l'ambition d'Hitler ignorait la logistique. La Kriegsmarine n'était pas prête. C'était une force continentale, taillée pour la défense des côtes, pas pour la conquête des océans. Elle n'avait aucune expérience des opérations amphibies à grande échelle. Sur les images d'archives, on voit la flotte d'invasion, un rassemblement hétéroclite de barges fluviales, de remorqueurs et de navires marchands modifiés à la hâte. Ces bateaux n'étaient pas faits pour la mer. La Luftwaffe, la Wehrmacht et la marine préparaient en réalité 3 invasions différentes. Aucun plan commun, pas de coordination, pas d'équipement spécialisé. Les généraux ne comprenaient pas la nature du défi. Le Royaume-Uni a survécu. Ce simple fait a scellé la défaite finale de l'Allemagne. À première vue, l'Angleterre était isolée, mais en réalité, elle devenait une forteresse imprenable. Chaque mois de résistance changeait la donne. Les convois américains remplissaient les ports britanniques de munitions et de carburant. Les usines anglaises tournaient à plein régime, dépassant la production allemande. L'île se transformait en une base arrière géante pour les futures opérations alliées. Le 14 juin 1944, le débarquement de Normandie est lancé depuis les côtes anglaises. En 1943, les bombardiers américains décollent des pistes britanniques pour raser les centres industriels du Reich. Si l'Allemagne a dû mobiliser des divisions entières pour défendre la France, c'est parce que l'Angleterre servait de tremplin permanent. Mais l'état-major allemand ne voyait pas si loin durant l'été 1940. Il s'apprêtait à commettre une erreur bien plus grave, une décision catastrophique qui allait dicter le sort de l'Europe. Les événements se sont accélérés. La route vers l'Est était désormais leur seule priorité. 22 juin 1941. À 3h15 du matin, l'histoire bascule. Plus de 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Il s'agit de la plus grande invasion militaire de toute l'histoire de l'humanité. L'objectif est simple: envahir le plus vaste pays de la Terre tout en restant en guerre contre la Grande-Bretagne. Le haut commandement allemand est certain de sa victoire. Leurs calculs prévoient la fin du conflit en 6 ou 8 semaines. Adolf Hitler affiche une confiance absolue. Il affirme qu'il suffit de donner un coup de pied dans la porte pour que toute la structure pourrie s'effondre. Il se trompait. C'était une erreur historique et catastrophique. Comment une telle erreur a-t-elle été possible? La réponse est brutale. L'idéologie politique a totalement écrasé la réalité stratégique. Le plan d'invasion lui-même contient les preuves de cet aveuglement. Les officiers de l'état-major allemand ont fait leurs calculs. Ils estimaient que l'Union soviétique pouvait mobiliser environ 2 millions de réservistes en 6 mois. La réalité sur le terrain fut un choc. Les soviétiques ont mobilisé 4 millions d'hommes en seulement 10 jours. Les Allemands s'étaient trompés d'un facteur 12, à l'image des cartes d'état-major couvertes de flèches rouges. Les officiers de la logistique allemande lancent l'alerte. Leurs rapports sont clairs. Les lignes de ravitaillement ne peuvent pas soutenir une offensive au-delà de 480 km. La distance entre la frontière et Moscou dépasse les 1000 km. À première vue, un plan de conquête solide. Mais en réalité, un suicide logistique. Les experts militaires ont regardé ces chiffres et ont déclaré que l'opération était impossible. L'invasion a pourtant eu lieu. Tout reposait sur une certitude idéologique. L'État soviétique était fragile, la population slave était inférieure et le commandement de l'armée rouge était incompétent. Rien de tout cela n'était vrai. Mais ce n'était que le début du désastre. L'offensive commence en juin. En décembre, les troupes allemandes arrivent aux portes de Moscou. On voit les soldats dans la neige, ils gèlent, manquent de munitions et sont à bout de force. La victoire rapide n'est jamais venue. Le gouvernement de l'Union soviétique ne s'est pas effondré. Joseph Staline n'a pas pris la fuite. Au contraire, les forces soviétiques ont lancé une contre-attaque massive. La situation a empiré pour Berlin. L'Allemagne se retrouve piégée dans une guerre sur 2 fronts. La Grande-Bretagne à l'ouest, l'Union soviétique à l'est. Tous les principes stratégiques de l'histoire militaire interdisent cette configuration. On n'ouvre jamais un deuxième front avant d'avoir fermé le premier. L'erreur était interdite, mais l'Allemagne l'a commise volontairement. L'idéologie venait de signer l'arrêt de mort du Troisième Reich. 11 décembre 1941.
C'est la date d'une décision suicidaire. À ce moment précis, l'Allemagne combat déjà sur 2 fronts massifs. Le pays est à bout de souffle. Pourtant, les dirigeants nazis s'apprêtent à en ouvrir un 3e. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle déclaré la guerre aux États-Unis de son propre chef? À première vue, une obligation d'alliance, mais en réalité, une erreur de calcul totale. L'histoire commence 4 jours plus tôt. Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde Pearl Harbor. Le lendemain, Washington entre en guerre contre Tokyo. Berlin est lié au Japon par le pacte tripartite. Mais il y a un détail juridique crucial. L'article 3 du traité stipule que l'assistance mutuelle ne s'active qu'en cas d'agression subie. Ici, le Japon est l'agresseur. Hitler possède une porte de sortie légale. Il peut rester en dehors du conflit américain. Pourtant, le 11 décembre, il signe la déclaration de guerre. C'est l'un des plus grands échecs du renseignement militaire de l'histoire. Les chiffres sont brutaux. Les États-Unis possèdent de la première économie industrielle de la planète. Les usines américaines peuvent produire 3 à 4 fois plus de matériel que l'Allemagne. Les rapports montrent des cadences de fabrication de chars et d'avions impossibles à suivre pour Berlin. Sur le plan stratégique, l'asymétrie est totale. L'Allemagne n'a aucun moyen de frapper le sol américain. La marine allemande ne peut pas traverser l'Atlantique en force. La Luftwaffe n'a aucun bombardier capable d'atteindre New York ou Washington. L'armée de terre ne possède aucun plan de débarquement en Amérique du Nord. Mais l'inverse est vrai. Les bombardiers américains peuvent atteindre Berlin. Les navires américains peuvent ravitailler la Grande-Bretagne sans interruption. Les troupes américaines ont la capacité logistique de débarquer en Europe. Le calcul est absurde. Hitler déclare la guerre à un ennemi qu'il ne peut pas toucher, mais qui peut l'écraser. Les officiers à l'image consultent des cartes, mais ils ignorent de la réalité industrielle de l'adversaire. Pourquoi l'état-major a-t-il validé ce choix? La raison se cache dans les dossiers secrets du haut commandement. Mars 1941, 9 mois avant Pearl Harbor. À Washington, des officiers américains et britanniques se réunissent dans le plus grand secret. Ce sont les conférences ABC-1. Les 2 nations signent un accord stratégique précis. Le plan est simple. Si les États-Unis entrent en guerre, l'objectif prioritaire sera la défaite de l'Allemagne. L'Europe d'abord. Berlin est la cible numéro 1. Toute la puissance industrielle américaine doit se concentrer sur la destruction de la Wehrmacht. Ce n'était pas une simple hypothèse de travail, c'était un cadre stratégique validé et signé par les états-majors. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle précipité sa propre chute? En déclarant la guerre en décembre, Hitler a commis une erreur fatale. Il a activé un mécanisme déjà prêt, un plan allié conçu spécifiquement pour l'anéantir. À première vue, un choix politique, mais en réalité, un arrêt de mort automatique. Quelques heures seulement après la déclaration allemande, le Congrès des États-Unis se rassemble. Le vote au Sénat pour déclarer la guerre à l'Allemagne tombe. 88 voix contre 0. À la Chambre des représentants, 393 voix contre 0. Pas une seule opposition, pas un seul cri de protestation. La décision d'Hitler a réussi ce que le gouvernement américain ne pouvait pas faire seul. Elle a soudé le pays entier en une fraction de seconde. L'effort de guerre devient total. Mais ce n'était que le début. Désormais, l'Allemagne affronte simultanément la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis. Sur le front de l'Est, une nouvelle erreur de calcul catastrophique apparaît. À l'image, des usines de montage à perte de vue. Pendant que Berlin déclare la guerre à de nouveaux ennemis, un mouvement massif s'opère dans les profondeurs du territoire soviétique. L'événement est colossal. Les services de renseignement allemands affirmaient que c'était impossible. Pourtant, cela se produit. La plupart des livres d'histoire ignorent ce détail crucial. Pourtant, ce récit explique pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre à l'Est avant même qu'une seule bataille décisive ne soit livrée. Sur les cartes d'archives, on voit des lignes de chemin de fer saturées. C'est l'histoire du plus grand exploit industriel de l'humanité. L'erreur était interdite. Ainsi s'est préparé le basculement du monde. L'été 1941. C'est le moment où l'impensable devient une réalité logistique. Alors que la Wehrmacht s'enfonce dans le territoire soviétique, une décision radicale est prise à Moscou, démonter tout l'appareil industriel du pays. Comment sauver une industrie condamnée par l'invasion? La réponse est simple. En la déplaçant de force. Les ouvriers ne se contentent donc pas de débrancher les machines. Ils démontent les structures des bâtiments, emballent les archives et chargent les plans techniques. Prenez l'usine de chars T-34 de Kharkov. C'est ici qu'on fabrique l'arme la plus redoutable de l'armée rouge.
Les Allemands approchent de la ville. Les planificateurs soviétiques ordonnent le transfert immédiat vers l'Est. Le convoi doit parcourir 2000 km jusqu'aux montagnes de l'Oural, hors de portée des bombardiers de la Luftwaffe. Le bilan de cette opération est colossal. 30 000 ouvriers montent dans les wagons. 10 000 machines-outils sont arrachées du sol. Le concepteur en chef, Alexandre Morozov, supervise lui-même le convoi. À l'image, on voit des files interminables de trains chargés de métal sous un ciel gris. Le transfert s'opère alors que les combats font rage aux portes de la ville. Mais ce n'était que le début. Les usines sidérurgiques de Tcheliabinsk reçoivent un ordre impossible. Elles sont indispensables à la production de blindés. Les ouvriers ont 75 jours pour déménager et reconstruire l'intégralité du site. À première vue, un défi insurmontable. Mais en réalité, une prouesse technique brutale. Les ouvriers terminent le travail en 56 jours seulement. Ils ont déplacé une aciérie à travers un continent et l'ont remise en marche en moins de 2 mois. Ces hommes dorment sous des tentes sur un sol gelé en plein hiver sibérien. Ils posent de nouveaux rails, réassemblent 18 ateliers mécaniques et raccordent les systèmes d'air comprimés. Le thermomètre affiche moins 30 degrés. Les événements se sont accélérés. Fin 1941, ces usines fantômes produisent déjà des chars, des avions et des munitions. Les chiffres de production deviennent écrasants. En 1942, l'Union soviétique sort 24 850 et un char d'usine. L'Allemagne n'en produit que 5 452. Ce n'est pas une erreur de calcul. Les soviétiques fabriquent presque 5 chars pour chaque blindé allemand. La production d'avions est 2 fois supérieure à celle du Reich. Artillerie, armes légères, munitions. L'avantage soviétique est total dans tous les secteurs. L'erreur était interdite pour Berlin, mais elle est déjà consommée. Sur le terrain, les Allemands détruisent le matériel soviétique, mais ils perdent leurs propres machines plus vite qu'ils ne peuvent les remplacer. Pendant ce temps, la cadence russe ne cesse de grimper. Un détail a échappé au service de renseignement allemand. Dès la fin de l'année 1940, les attachés militaires américains à Moscou remarquent des mouvements suspects. Ils signalent des machines et des ouvriers qualifiés partant vers l'Est. Des mois avant le début de l'opération Barbarossa, les Soviétiques se préparaient déjà au choc. L'Allemagne fait désormais face à un ennemi doté d'une capacité de production supérieure et de réserves humaines illimitées. Mais la production seule ne gagne pas les batailles. Ce sont les tactiques qui décident du sort des armes. L'histoire s'est arrêtée là pour l'industrie allemande. L'année 1942 marque un tournant brutal. À ce moment précis, l'Allemagne commet sa plus grande erreur stratégique. Pendant que les Soviétiques apprennent enfin à faire confiance à leurs généraux, Berlin fait exactement l'inverse. Comment expliquer un tel effondrement? À l'origine, la force de l'armée allemande reposait sur un concept simple, l'Auftragstaktik, le commandement par mission. Le principe était clair, un officier recevait un objectif. Il avait ensuite une liberté totale pour décider de la manière de l'atteindre. Pas de micromanagement, pas d'ordres inutiles depuis un bureau lointain. C'est ce système qui a permis les victoires éclairs de 1939 et 1940. Mais en 1942, ce modèle est mort. Il a été systématiquement démantelé. À première vue, l'armée allemande semble toujours puissante, mais en réalité, elle est devenue une machine aveugle. L'été 1942 en est la preuve. Les troupes avancent vers Stalingrad et les gisements de pétrole du Caucase. Le plan impose de diviser les forces pour attaquer 2 cibles à la fois. Les officiers de carrière s'opposent à cette décision. Ils invoquent la doctrine militaire de base. On ne divise jamais ses forces pendant une offensive. La réponse tombe, brutale. L'ordre est maintenu. Les unités se séparent. La puissance de frappe est divisée par 2. Ce scénario se répète partout. Décembre 1941. Les soldats sont aux portes de Moscou. Le thermomètre chute à moins 30 degrés. Le sol est gelé comme du béton. Les généraux demandent l'autorisation de reculer sur des positions défensives pour regrouper les hommes. Ils veulent attendre le printemps. La réponse de Berlin est courte. Non. Tenez chaque mètre de terrain. Pas de repli. Des milliers de soldats allemands meurent de froid pour des positions sans aucune valeur stratégique. Le matériel lâche. Les moteurs gèlent. Les unités sont anéanties pour défendre des ruines que l'armée aurait pu reprendre plus tard. Le jugement professionnel disparaît. Il est remplacé par la détermination idéologique. Pourquoi ce changement a-t-il été fatal? La réponse tient en un nom. Staline. En 1941,
Le dirigeant soviétique commettait les mêmes fautes. Il refusait tout repli. Il sacrifiait des armées entières pour des points sur une carte. Les pertes étaient catastrophiques. Mais en 1943, Staline a compris. Il a commencé à écouter. Il a donné une liberté totale de mouvement au maréchal Georgi Zhukov et au maréchal Alexandre Vassilievski. La planification soviétique est devenue professionnelle, rigoureuse et efficace. À l'image, les rôles s'inversent. L'armée allemande devient une structure rigide et dysfonctionnelle. Elle s'isole de la réalité du terrain. Les deux systèmes se sont croisés. Le professionnalisme allemand a cédé la place à l'idéologie. L'idéologie soviétique a cédé la place à la compétence militaire. Les événements se sont accélérés. Ce refus systématique de faire confiance aux experts de terrain a mené au plus grand désastre de l'histoire militaire allemande. Un choc qui a brisé le mythe de l'invincibilité germanique. Une armée entière de 300 000 hommes a été rayée de la carte. Ce n'était pas une simple bataille, c'était un piège total. Cette catastrophe porte un nom. Stalingrad. Ainsi s'est achevée une époque. 23 août 1942. Les premiers blindés allemands atteignent les rives de la Volga. Face à eux, se dresse Stalingrad. Pour Adolf Hitler, cette ville n'est pas qu'un point sur une carte, c'est le nom de son ennemi juré. La prendre, c'est briser le symbole de l'Union soviétique. Pourquoi s'acharner sur une ville industrielle? Stalingrad n'est pas l'objectif prioritaire. Le véritable enjeu se trouve plus au sud, le pétrole du Caucase. Sans ce carburant, la machine de guerre allemande s'arrête. Mais l'obsession politique prend le dessus sur la stratégie militaire, à l'image des décombres à perte de vue. Les forces allemandes s'enfoncent dans un enfer urbain. Les chars ne servent plus à rien dans ces rues étroites. On se bat au couteau dans les caves, à la grenade dans les escaliers, chaque immeuble devient une forteresse. À première vue, l'armée allemande progresse, mais en réalité, elle s'épuise. Les mois passent. Les pertes humaines deviennent colossales. Hitler retire des unités du front sud pour les jeter dans ce broyeur de chair. La valeur symbolique a remplacé la logique. Le piège est en train de se refermer. 19 novembre 1942. Les soviétiques lancent l'opération Uranus. Sur les cartes d'état-major, on voit 2 flèches rouges massives. Elles ne visent pas le centre de Stalingrad, elles frappent les flancs. Ces zones sont gardées par des unités roumaines et italiennes. Le matériel est obsolète, le moral est au plus bas. En quelques heures, les lignes de défense volent en éclats. Les colonnes de chars soviétiques s'enfoncent profondément à l'arrière du front. 23 novembre 1942. Les 2 pinces soviétiques se rejoignent à Kalach. Le cercle est bouclé. 300 000 soldats de l'Axe sont désormais pris au piège dans une poche de glace et de fer. La situation s'accélère. Le général Friedrich Paulus, chef de la 6e armée, comprend le désastre. Il envoie un message prioritaire au quartier général d'Hitler. Il demande une percée immédiate vers l'ouest. Ces hommes peuvent encore sortir s'ils abandonnent leur équipement lourd. La réponse tombe, brève et fatale. Hitler ordonne de rester sur place. Stalingrad doit être tenu coûte que coûte. Hermann Göring intervient. Le chef de la Luftwaffe promet de ravitailler la poche par les airs, 500 tonnes de vivres et de munitions par jour. C'est la promesse de Göring. En réalité, la 6e armée a besoin de 700 tonnes pour simplement ne pas mourir de faim. Sur le tarmac, les moteurs givrent. La réalité des chiffres est la brutale. La Luftwaffe ne parvient à livrer qu'une moyenne de 117 tonnes quotidiennement. C'est 4 fois moins que le minimum vital. En décembre, le thermomètre chute. Les soldats attendent des munitions. Ils reçoivent des cercueils de métal vide. L'agonie de la 6e armée commence. L'histoire s'est arrêtée là. Janvier 1943. Les stocks de médicaments sont épuisés. La température chute brutalement à moins 40 degrés. Les forces soviétiques lancent l'assaut final. Le 2 février 1943, la 6e armée capitule. 91 000 soldats allemands partent pour la captivité. Pourquoi si peu ont survécu? La réponse est dans les chiffres. Sur ces 91 000 prisonniers, seuls 5 à 6 000 reverront l'Allemagne. C'est un taux de survie de 5,5%. La faim, le typhus et le travail forcé dans les camps de Sibérie ont fait le reste. Le bilan total de la bataille est vertigineux. Les pertes de l'Axe dépassent les 800 000 hommes, morts, blessés ou disparus. À l'image, les Soviétiques ramassent 250 000 cadavres dans les ruines de Stalingrad. Les pertes de l'armée rouge sont pires, plus d'1 million de soldats,
40 000 civils ont péri dans les décombres. Mais la différence est stratégique. Les Soviétiques pouvaient remplacer leurs pertes. L'Allemagne ne le pouvait plus. Stalingrad n'était pas une erreur isolée. L'ordre qui a détruit la 6e armée a été répété jusqu'à la fin de la guerre. Tenir à tout prix, interdiction de reculer. À première vue, un sacrifice héroïque, mais en réalité, un suicide collectif. Cet ordre crée poche après poche, désastre après désastre sur tout le front de l'Est. La doctrine militaire était pourtant claire. On garde les positions stratégiques, on échange du terrain contre du temps, on préserve les troupes pour la contre-attaque. On ne gaspille jamais d'hommes pour des positions indéfendables. En 1943, l'Allemagne fait exactement le contraire. Janvier 1944, la poche de Korsun. 60 000 soldats sont encerclés. C'est le schéma de Stalingrad qui se répète. Demyansk, Kolm, Veliki et Luki. Les noms changent, mais le scénario reste identique. Sur les cartes d'état-major, on voit les flèches rouges encerclent les points bleus immobiles. Chaque fois, le même ordre tombe de Berlin. Tenir bon, ne pas reculer. Chaque fois, les forces soviétiques s'enroulent autour de la position et l'écrasent. Il existe une ironie tragique à cette obstination. Pourquoi Hitler a-t-il persisté dans ses ordres de non-retraite? Tout vient d'un succès passé. La poche de Demyansk entre février et avril 1942. Les événements s'accélèrent et la direction du Reich s'enferme dans l'erreur. L'histoire ne pardonne pas ce genre d'aveuglement. Le destin de millions d'hommes était déjà scellé par une seule signature. Une époque s'effondrait dans la neige. 100 000 soldats allemands encerclés. C'est le bilan de la poche de Demyansk en 1942. Pour les sauver, la Luftwaffe met en place un pont aérien massif. Les avions transportent du carburant, des munitions et des vivres. L'opération est un succès et les troupes parviennent à briser l'encerclement. La direction nazie tire une conclusion dangereuse. L'aviation peut sauver n'importe quelle armée. 8 mois plus tard, la situation se répète à Stalingrad. Hermann Göring promet de réitérer l'exploit de Demyansk. Mais il ignore volontairement les chiffres. Pourquoi cette confiance était-elle suicidaire? Les données étaient faussées. À Demyansk, il fallait ravitailler 100 000 hommes. À Stalingrad, ils sont 300 000 pris au piège. Les besoins sont multipliés par 3. La distance est plus longue. Le climat est plus violent. À première vue, un succès technique, mais en réalité, un précédent mortel. Le succès de Demyansk a rendu le désastre de Stalingrad envisageable aux yeux du commandement. L'Allemagne perd des armées entières sur le front de l'Est. Pourtant, Berlin s'obstine à combattre sur tous les fronts simultanément. Les troupes sont dispersées en Italie, en France, dans les Balkans et jusqu'en Norvège. Le problème est mathématique. Quand on veut tout défendre, on ne défend rien. Été 1944, juste avant le débarquement. La répartition des forces est illogique. L'Allemagne dispose de 60 divisions en France et dans les Pays-Bas. 150 divisions sont immobilisées en Russie. 20 divisions occupent l'Italie. Des garnisons entières stagnent en Norvège et au Danemark. Ces forces sont isolées. Les troupes en France ne peuvent pas soutenir le front russe. Les soldats en Italie ne peuvent pas rejoindre la Normandie. Les Alliés possèdent l'initiative et choisissent le point d'impact. Le haut commandement allemand doit deviner où tombera le coup décisif. Ils font le mauvais choix. Ils attendent l'offensive soviétique au sud contre le groupe d'armées Nord-Ukraine. Pour se préparer, ils vident le groupe d'armées centre en Biélorussie. Ils retirent un tiers de l'artillerie. Ils déplacent la moitié des chasseurs de chars. Ils transfèrent 88% des chars vers le sud. Le groupe d'armées centre n'est plus qu'une coquille vide. Mais ce n'était que le début. 22 juin 1944. L'opération Bagration est lancée. Les Soviétiques frappent exactement là où l'Allemagne est la plus faible. Ce n'est pas une simple percée, c'est une désintégration totale. Un groupe d'armées entier disparaît de la carte, à l'image des colonnes de prisonniers allemands qui s'étirent sur des kilomètres dans les rues de Moscou. C'est la pire défaite allemande de toute la guerre. Les pertes dépassent celles de Stalingrad. L'effondrement a eu lieu parce que l'Allemagne a tenté de protéger chaque mètre de territoire occupé sans jamais être assez forte nulle part. Fin 1944, le Reich perd la guerre de production. Il perd la guerre des effectifs. Le sol se dérobe sous ses pieds sur chaque front. L'histoire s'est arrêtée là pour la puissance militaire allemande. 2 milliards de dollars. C'est le prix de l'illusion technologique du Troisième Reich. Fin de l'année 1943. Le haut commandement allemand prend un risque total. Ils abandonnent l'idée de produire plus d'armes classiques. À la place, ils cherchent un miracle.
des armes miracles capables de briser les règles de la physique et de la guerre. Pourquoi ce choix radical? Ils savaient que l'industrie classique était perdue, mais en réalité, ce pari allait accélérer leur chute, à l'image des hangars secrets et des plans de génie. Les ingénieurs développent des technologies révolutionnaires, avions à réaction, missiles balistiques, chars géants, le Messerschmitt. Me-262 est le symbole de cette avance. C'est le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. Il vole plus vite que n'importe quel appareil allié. Le missile F-2, lui, devient le premier engin balistique à longue portée au monde. Mais l'Allemagne fait une erreur de calcul massive. Elle n'avait pas besoin de miracles, elle avait besoin de matériel fiable, simple et disponible en masse. Prenons le cas du Me-262. Lors de son premier grand engagement, seulement 5 ou 6 appareils attaquent des formations de bombardiers américains. Le résultat est brutal. 6 victoires confirmées, 0 perte allemande. L'avion est une merveille, plus rapide, mieux armé, supérieur en tout point. Pourtant, le bilan est dérisoire. L'Allemagne produit environ 1430 exemplaires. Seulement 300 atteignent le front. Au pic de leur utilisation, les Allemands ne font décoller que 36 appareils simultanément. 36 avions face à des flottes alliées de 2000 bombardiers qui frappent chaque jour. La situation a empiré à cause d'un détail technique. Le goulot d'étranglement s'appelle le Junkers jumeau 004. C'est le moteur à réaction de l'avion. Sa fiabilité est catastrophique. Il nécessite une révision complète toutes les 10 à 25 heures de vol. Les ingénieurs manquent de métaux stratégiques comme le nickel, le cobalt ou le molybdène. Ils utilisent des matériaux de substitution médiocres. Les moteurs cassent. Les pilotes meurent avant même de voir l'ennemi. À cela s'ajoute une erreur stratégique majeure. Au milieu de l'année 1943, Berlin ordonne de transformer une partie des Me-262 en bombardiers. 30% de la production est détournée. Le déploiement des chasseurs prend des mois de retard. Sur les rapports d'archives, on voit le désastre. Lors d'un seul raid allié, 60 avions à réaction sont pulvérisés au sol avant même leur premier décollage. Le programme des missiles F-2 est un gouffre encore plus profond. L'Allemagne dépense pour ce projet plus de 50% du budget que les États-Unis consacrent au projet Manhattan. La bombe atomique contre une fusée imprécise. Le V2 frappe Londres, tue des civils, mais son impact stratégique est nul. Ces ressources auraient pu servir à construire des milliers de chars et d'avions conventionnels. Fin 1943. Les dirigeants nazis comprennent qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre de production contre les soviétiques et les Américains. La stratégie des armes miracles est un dernier jet de dés. Ils cherchent une solution technologique pour compenser leur déficit industriel. Ils ne tentent plus de gagner la guerre. Ils tentent de changer la nature même du combat. Cela n'a pas fonctionné. Fin 1944, la situation stratégique est sans issue. L'histoire s'est arrêtée là. 1944. L'étau se referme sur le Reich. À l'est, l'armée rouge progresse kilomètre par kilomètre. À l'ouest, les Alliés franchissent les frontières. Le ciel allemand est saturé de bombardiers. Les sirènes retentissent jour et nuit dans chaque ville. Pourquoi continuer? La question hantait les états-majors, mais la réponse n'était pas militaire. C'était une condamnation à mort collective. Logiquement, Berlin aurait dû négocier. Les experts militaires étaient unanimes. La défaite était totale. Pourtant, l'Allemagne a lutté 6 mois de plus. Ces 180 jours ont coûté plus de vies que toutes les années précédentes. Qu'ont apporté ces 6 derniers mois de combat? Rien. À l'image, on voit des lignes de soldats épuisés, des enfants en uniforme trop grand, des vieillards envoyés au front. Le bilan est atroce. Le nombre de soldats tués explose. Les villes s'effondrent sous des tonnes d'explosifs. Dans les camps, les prisonniers meurent de faim et d'épuisement quelques semaines avant l'arrivée des libérateurs. Chaque jour de combat supplémentaire était une tragédie inutile. À première vue, c'était de la résistance. Mais en réalité, c'était un suicide national. Mai 1945, Berlin n'est plus qu'un champ de ruines. On entend le fracas des obus soviétiques en plein centre-ville. Les combats de rue sont sauvages. Les pertes se comptent par dizaines de milliers dans chaque camp. Les cadavres jonchent les trottoirs devant le Reichstag. La stratégie militaire n'existait plus. Seule restait la volonté d'un homme. Dès l'an 1942, Hitler avait prévenu « Si le peuple allemand ne peut pas gagner, il doit disparaître ». La décision de se battre jusqu'au dernier homme n'était pas un choix tactique, c'était l'application stricte d'une idéologie destructrice.
Le régime ne cherchait plus la victoire. Il cherchait le chaos final. Le but était clair. C'était le crépuscule des dieux. Une fin apocalyptique conçue pour entraîner toute la nation dans la tombe. L'histoire s'est arrêtée là, au milieu des décombres fumants. 10 erreurs stratégiques majeures. C'est ce qui a scellé le destin de l'Allemagne. Première erreur, ne pas avoir envahi la Grande-Bretagne. En 1940, Londres est à genoux. Mais Berlin hésite. Ce délai permet aux Britanniques de transformer leur île en une base alliée permanente. Deuxième erreur, l'invasion de l'Union soviétique. Hitler lance l'opération Barbarossa avant même d'avoir vaincu Churchill. Le résultat est immédiat. Une guerre sur 2 fronts, impossible à gagner. Troisième erreur, déclarer la guerre aux États-Unis. Un troisième ennemi entre en scène. Washington possède une capacité industrielle illimitée. À ce moment précis, la défaite devient une question de temps. Quatrième erreur, sous-estimer l'industrie soviétique. L'état-major allemand pensait que l'URSS s'effondrerait. En réalité, la production de chars et d'avions à l'Est a augmenté malgré l'invasion. Cinquième erreur, le micromanagement des généraux. Hitler remplace le jugement militaire professionnel par des obsessions idéologiques. Les cartes d'état-major sont ignorées au profit de la volonté pure. À l'image, des colonnes de soldats russes encerclent des ruines fumantes. C'est la 6e erreur, Stalingrad. Une armée entière est perdue pour une valeur symbolique, aucune valeur stratégique, juste de l'orgueil. 7e erreur, le refus des retraites stratégiques. Hitler interdit tout repli. Des unités d'élite sont sacrifiées pour tenir des bouts de terrain sans intérêt. Les soldats meurent, pour rien. 8e erreur, la dispersion des forces. L'armée allemande défend tout à la fois, de l'Afrique du Nord à la Norvège. Résultat, elle n'est forte nulle part. 9e erreur, la priorité aux armes miracles. Berlin gaspille des ressources colossales dans les fusées P2 et les chars géants. Pendant ce temps, les Alliés produisent en masse des modèles simples et éprouvés. 10e erreur, le combat jusqu'à la fin amère. 6 mois de destruction inutile après que tout soit déjà perdu. Des villes entières sont rasées pour retarder l'inévitable. Sur les documents d'époque, on voit des villes en cendres et des survivants hagards. Notez bien ce qui ne figure pas sur cette liste, les échecs moraux, les crimes de guerre. Ces actes étaient atroces, mais nous analysons ici la pure stratégie. Le schéma est clair. Chaque erreur a rendu la suivante plus probable. En 1943, la trajectoire vers la défaite est verrouillée. L'Allemagne aurait-elle pu gagner? La plupart des historiens disent non. La puissance industrielle combinée de Londres, Moscou et Washington était trop massive. Mais certains pensent qu'une paix négociée était possible en 1940 ou 41, si la Grande-Bretagne avait été occupée, si l'URSS n'avait pas été attaquée. Mais la réalité est brutale. Les décisions prises ont mené directement à la capitulation totale. La stratégie compte. Le jugement professionnel compte. Savoir que l'on est battu compte aussi. En 1939, l'armée allemande est la plus puissante du monde. En 1945, elle est anéantie. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un équipement inférieur, c'est un échec stratégique systématique. L'histoire s'est arrêtée là.